Voilà. Euh, donc je suis ravi d'être là ici. Je suis ravi de passer à la télévision parce que on est diffusé en temps réel. Et pour tout vous dire, c'est l'anniversaire de mon papa et il m'a demandé de lui dire bonjour. Bonjour papa, bon anniversaire. Voilà, grâce à l'internet, c'est un message qui aura parcouru quelques milliers de kilomètres. Alors, je ne vais pas vous parler longtemps de moi, mais je travaille dans le domaine des data depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé à la fois pour des startups, et notamment j'ai lancé une startup qui s'appelait Banana Lotto, qui a été une des grosses startups de la bulle Internet. Alors, normalement, à ce stade-là, la salle se divise en deux. Ceux qui sont nés avant 2000 et qui disent « Ah ouais, ouais, je me souviens », et les autres qui me disent « Oh mince, un vieux crouton qui travaillait à l'heure du Minitel ». Mais bon, et j'ai travaillé aussi dans des grosses structures, genre France Télécom et La Poste. Et aujourd'hui, je dirige une société qui s'appelle Canbase et notre boulot, c'est d'aider des entreprises à exploiter les données marketing. Et on travaille à la fois pour des grands groupes internationaux, genre Samsung, genre Pierre Fabre, et puis des groupes médias, beaucoup, et puis des petites sociétés, en termes de taille en tout cas, comme les Champagne Henriot ou Utopia qui sont dans le domaine du tourisme. Et on travaille à la fois en B2B et en B2C sur cette problématique de la data. Et l'idée, c'est de partager avec vous ce matin ce que je vois chez ces entreprises et comment on peut aujourd'hui exploiter les données avec un objectif pour moi qui est d'être très opérationnel, c'est-à-dire que vous dire les big data, ça va changer votre vie, sûrement. Après, est-ce que ça va, si j'en restais là, est-ce que ça va changer votre business? Peut-être pas. Donc je vais essayer de naviguer en permanence entre vous donner des exemples, vous donner un peu de vision sur à quoi ça va ressembler dans les prochaines années, et puis de traduire ça de manière très opérationnelle pour vous, comment vous pouvez exploiter aujourd'hui toutes ces big data pour générer du business. Alors, il y a des chiffres qui sont parus le mois dernier et qui tendent à prouver que vous avez bien fait de venir ce matin. C'est que les grands défis aujourd'hui qui sont partagés par les gens plutôt du marketing, c'est le digital, c'est 63%, donc c'est des chiffres qui sont sortis sur LinkedIn il y a quelques jours, c'est la data et c'est l'expérience client. Et c'est tout ça dont on va parler comme par hasard ce matin, avec un point qui est assez partagé et que nous on retrouve partout, quelle que soit la taille de la boîte, c'est qu'aujourd'hui il y a un énorme manque de stratégie autour de cette problématique de la data. C'est qu'il y a plein d'outils, il y a plein de solutions, il y a plein d'experts, mais il n'y a personne qui aujourd'hui sait où il va aller dans les prochaines années. Enfin, personne, pas grand monde. En tout cas, il y a un gros travail à faire là-dessus, alors que tout le monde considère que les data, c'est l'or noir du 21e siècle, que c'est un sujet incontournable, mais personne ne sait comment ça va s'organiser dans les prochaines années. L'objectif de mon intervention, c'est de vous donner quelques billes là-dessus, sachant qu'il y a une autre question qui a été posée et qui était assez drôle, c'est que les gens ils considèrent que intégrer les données dans leur processus métier, c'est la plus grande complexité qu'ils ont. Et là aussi on va parler de ça, c'est comment faire que les données, tout cet écosystème de données, de big data, ils rentrent dans votre entreprise et vous servent au quotidien. Alors, la première question à laquelle je ne vais pas répondre, c'est quoi les big data? En fait, il y a plein de définitions canoniques. Alors, voilà, on parle des 3 V, c'est des données qui sont en volume, en vitesse, en variété. Alors, à ce stade-là, les geeks et les techos se sortent leurs trucs en disant c'est des pétas, des gigas, des trucs. Voilà, super. Ça va vite, très bien. Il y a de la variété, formidable. Puis après, comme c'était pas assez compliqué, il y a des gens qui ont dit oui, mais on peut rajouter un 4e V, c'est de la vélocité. Puis après, il y en a dit moi j'en ai un 5e, c'est de la véracité. Puis donc tous les jours, il y a quelqu'un qui rajoute des V. Bon, ça c'est super, mais le vrai point, c'est que ces data, et on va voir qu'on peut quand même les découper en plusieurs catégories, c'est surtout une autre façon d'aborder le business des prochaines années. Et quand on dit que les data c'est l'or noir, je ne sais pas si c'est l'or noir, mais en tout cas ça va être le centre de tout le marketing des prochaines années. Et donc c'est vraiment une nouvelle façon de faire du business. Et moi, le premier conseil que je donne à mes clients quand ils me disent expliquer à mon codir ce que c'est que les big data, c'est de dire les big data c'est un peu comme la ratatouille, chacun a sa recette. Après, est-ce qu'il faut mettre des œufs dedans ou pas? Moi, par exemple, mon papa qui est dans le sud ne met jamais d'œufs dans sa ratatouille. Ceux qui le font, ça ne va pas me choquer non plus. Ceux qui considèrent que les big data, c'est du temps réel, super. Ceux qui considèrent que c'est pas du temps réel, bon, c'est pas très grave. À la fin, je trouve que ça va être un mot qu'on va de moins en moins employer parce que ça a été très galvaudé ces dernières années. Néanmoins, toutes ces datas, et encore une fois, au cours de cette présentation, je vais vous aider à les segmenter, à les détailler un petit peu plus, elles sont au cœur de plusieurs révolutions qui sont absolument incontournables.
La première, c'est qu'il y a de plus en plus de données. Alors, quand on parle de plein de données, c'est toujours très compliqué à visualiser, à comprendre. Quand on dit, voilà, j'ai des gigas de données, ok, super. Il y a un site internet qui est assez drôle, et je vous en ai fait une copie d'écran, qui compte ce qui se passe par seconde. Et ça, c'est tout ce qui se passe en 20 minutes. Donc, en 20 minutes sur internet, il y a des 2 millions d'heures de vidéos. Regardez. Il y a des milliards d'emails. Et si on essaie de traduire ça en termes de volumétrie, il y a des trucs assez rigolos, c'est que si on devait lire tous les tweets qui sont produits en 20 minutes, ça nous prendrait 1 an. Si on devait mettre chaque email qui est produit dans une enveloppe, eh ben, chaque minute, ces enveloppes feraient le tour de la Terre. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est juste non mesurable dans l'esprit humain, parce que tout ça se combine, que ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et elles sont de moins en moins compliquées à comprendre. Et c'est une de mes slides favorites. C'est qu'il y a un site sur Internet qui stocke et montre des corrélations qui paraissent parfaites, mais on peut se douter que ce n'est pas le cas. Alors celui-là, c'en est une belle. C'est la corrélation entre le taux de divorce dans le Maine aux États-Unis et la consommation de margarine. Vraisemblablement, il n'y a pas de lien. Si on regarde les deux courbes et qu'on les analyse un petit peu rapidement, on se dit, c'est purement corrélé. Et donc, ils en ont des dizaines d'exemples comme ça. Et c'est simplement pour dire que toutes ces données, elles vont être de plus en plus compliquées à comprendre, parce qu'elles viennent, vous allez voir, de plein de sources, et elles peuvent amener à des conclusions qui peuvent être hâtives, comme celle de dire, on se rase tous la tête parce que c'est corrélé avec les ventes, ce qui, objectivement, est rarement le cas. Une des deuxièmes révolutions, et il y aura d'autres experts qui en parleront avec vous, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux. On ne peut plus maintenant faire une stratégie digitale, data, quoi que ce soit, sans parler de réseaux sociaux. Facebook, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Et ce qui est rigolo, c'est que ces réseaux sociaux, ils ont un mode de fonctionnement qui, moi qui suis né avant 2000, me choque encore énormément. Enfin, chaque fois, ça me tombe... Alors quand même, je vais vous raconter une histoire, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, dans les années 70, enfin non, quand même pas, 1900 quand même, mes cartes de visite, c'était un bien non partageable, et mon carnet avec mes contacts, j'en prenais soin, et jamais j'allais le partager avec mes collègues, même les autres commerciaux. Et puis il y a un gars qui est arrivé un jour qui m'a dit, moi j'ai mis tous mes contacts sur LinkedIn. Oh, j'ai dit super, je vais aller lui pomper ses contacts, et bien sûr je ne ferai jamais la même chose. Et puis maintenant, bien sûr, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous n'existez pas. Tout ça pour dire qu'il y a quand même plein de schémas qui changent. Et alors celui-là me semble très rigolo, c'est qu'il y a des nouveaux influenceurs qui sont assez drôles. Alors le roi de YouTube, c'est un gars qui est suédois, qui fait des vidéos qui, de mon sens, ont assez peu d'intérêt, mais visiblement mes jeunes ados trouvent ça génial. Et le point, c'est pour vous montrer la vitesse de propagation de ces vidéos. C'était la semaine dernière, il a posté une vidéo sûrement formidable sur un jeu. En 18 heures, il avait eu 1,4 million de vues. C'est plus qu'un spot à la télé, hein, pour certaines télés. 2 heures après sa dernière vidéo, qui doit être certainement très formidable aussi, 116 000 vues. Le gars, en 2 heures, il y a 116 000 personnes qui regardent sa vidéo. C'est juste phénoménal. Et alors quand on regarde 5 jours après, il a quand même 4 millions. Donc c'est tout d'un coup une autre façon de générer de la visibilité, de l'interaction. Il y a un autre réseau social qui s'appelle Vine. Il y a un gars qui fait donc c'est des vidéos de 7 secondes. Là encore, en termes de contenu, on peut discuter pendant des heures sur est-ce que c'est vraiment fascinant. N'empêche que ce gars-là, il a cumulé 5 milliards de gens, enfin pas de gens, mais 5 milliards de vues. Donc il a fait des vidéos de 7 secondes qui ont été vues 5 milliards de fois. Tout d'un coup, on est là aussi dans un autre phénomène. Et alors, le phénomène en France, c'est une nana qui s'appelle Enjoy Phoenix et qui vous donnera des conseils de beauté. Pareil, chaque fois, des millions et des millions de vues. Donc ça, c'est, encore une fois, vous allez voir, tout ça va converger, mais il y a une nouvelle révolution. La troisième révolution à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a de plus en plus de données. Mon intervention ce matin, on ne parlera pas beaucoup d'Internet des objets, mais c'est juste un truc qui va révolutionner le monde qui nous entoure. Et pourtant, je passe ces emphases-là, parce que ça paraît toujours bizarre, mais on a vu l'Internet, l'Internet des objets, ça va être la puissance 10. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Il y a des gens aujourd'hui,
Et tous vos business vont être impactés par ça. Il y a des gens aujourd'hui qui faisaient des pompes pour distribuer du savon liquide. Donc voilà, leur boulot, c'est de faire de la pompe, savon liquide, parfum, machin et tout ça. C'est des industriels. Leur truc, c'est comment je fabrique 10 millions de pompes qui marchent dans 10 millions de cas. Tout d'un coup, on leur dit, on va pouvoir mettre une petite puce dans ces pompes qui sauront prédire, ces puces-là, que j'ai pompé 10 fois sur mon savon liquide, le savon est vide et ma réserve, il va falloir que j'en rachète. Tout d'un coup, je me mets à parler avec des consommateurs finaux pour leur dire s'il est temps de remettre du savon liquide. Ces business sont en train de se transformer, leur business model change. Avant, ils parlaient que à des distributeurs, à des industriels, maintenant ils se mettent à parler à des clients. C'est un changement énorme et les objets, et là on a mis quelques exemples, les raquettes, les bouteilles de vin qui vont être, qu'on va pouvoir suivre, tout ça va faire un nouveau stock de données absolument incroyable qui va venir se rajouter à celles existantes. Toutes ces données posent un vrai problème de vie privée. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, là vous avez l'impression que je vous amène dans plein de directions, comme cette carte de géographie, mais ça va converger. Et plus il y a d'objets qui vous tracent, plus il y a des informations qui vous concernent, plus il y a des questions de vie privée. Alors il y a deux approches, il y a soit celle de Google qui dit la vie privée n'existe plus, bon, soit les entreprises qui disent il faut gérer ça, et ça va être une vraie réflexion des prochaines années. Alors juste une petite parenthèse, donc ça c'est ce que Google sait sur vos déplacements grâce à votre téléphone. Enfin les autres ils font la même chose, il ne faut pas se leurrer. Je partage juste avec vous une petite pensée qui est assez drôle, c'est on peut se considérer que la vie privée finalement est un phénomène qui sera très limité dans le temps et dans l'espace. C'est que dans l'histoire de l'humanité, l'homme des cavernes, il n'y avait pas tellement de vie privée. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas tellement de vie privée non plus. Et encore maintenant, il y a beaucoup de pays dans lesquels la vie privée n'existe pas. Le Touareg, sa vie privée elle est quand même très limitée. Donc c'est très limité aux pays occidentaux depuis quelques dizaines d'années. La vraie question auquel on est confrontés tous, en tant que dirigeants, marketeurs, managers, c'est est-ce que ça va continuer cette vie privée, ou est-ce que dans 50 ans, il n'y en aura plus du tout? Mais c'est une des vraies questions. Par ailleurs, il y a de plus en plus de devices, donc des téléphones, des smartphones, des machins, et forcément de moins en moins d'attention. C'est-à-dire que moi, de mon temps, je regardais la télé, je faisais que ça. Maintenant, mes enfants, s'ils ne font pas deux choses à la fois, c'est qu'ils considèrent qu'ils dorment. Et ils essaient de me convaincre, par ailleurs, qu'ils peuvent faire leurs devoirs en regardant la télé et en étant sur Facebook. Les résultats ne sont pas probants, hein, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, ils sont persuadés que ça va marcher et que chaque fois que leur téléphone vibre parce qu'il y a un petit copain qui leur dit quelque chose, ça les aide à se concentrer. Chouette. N'empêche qu'en tant que marketeur, c'est un vrai souci, ça. C'est que maintenant, quand vous diffusez un message, au meilleur des cas, vous avez eu 2% de l'attention de la personne que vous aviez citée. Le point majeur aussi, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de mobiles, il y a de plus en plus de tablettes. Vous savez peut-être que 50%, plus de 50% des emails sont désormais lus sur un téléphone. Donc tous les gens qui font des emails avec des tout petits boutons d'action, vous savez, en disant cliquez ici pour venir sur mon site, que le bouton est tellement petit qu'avec votre doigt, vous ne pouvez pas toucher dessus. C'est 15% des emails, hein, c'est pas une blague, hein, qui ne sont pas effectifs parce que le bouton il est trop petit pour cliquer dessus avec son doigt. Donc voilà, de plus en plus de mobiles, de plus en plus de données. Et, c'est pas pour finir, des parcours clients qui deviennent extrêmement compliqués. Comme j'ai plein de points de contact, comme j'ai plein de données, comme j'ai des process très complexes, il devient très compliqué de savoir par où sont venus vos clients et comment vous avez généré des ventes. Et à la fin, c'est quand même souvent ça, un des objectifs. Tous ces points que je vous ai cités là, ils ont un point de convergence, c'est qu'ils manipulent tous, à un moment ou à un autre, des données. Des données sur vous, des données sur des influenceurs, des données de trafic, des données sur d'où sont venus vos clients. Tous ces points, tous ces devices, ces téléphones, ces raquettes connectées, tout ça génère de la donnée. Et ceux qui sauront exploiter ces données vont en tirer parti. Et objectivement, les autres vont mourir. Et je le dis parce que c'est mon business sûrement, mais j'en suis persuadé. C'est que les gens qui ne rentrent pas dans une logique de comprendre ces données, ben, ils vont perdre la bataille au même titre que les gens qui n'ont pas voulu voir les machines à vapeur arriver et qui ont dit non, je continuerai à faire tirer mes carrioles par des chevaux. Bon, ben, ça a marché un petit peu, puis il n'y en a plus maintenant. Sauf que là, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, à ce stade-là des événements,
je vais détailler avec vous une infographie que nous pourrons vous diffuser, comme ça vous allez partir avec un petit poster que vous pourrez mettre au meilleur cas dans votre chambre et sinon caler bien au fond d'un meuble, et qui détaille les grands types de big data qui existent aujourd'hui. Et l'objectif que j'ai maintenant, c'est de vous montrer comment vous pouvez exploiter ces données et déjà les comprendre, parce que vous allez voir que dans big data, même avec même big entre parenthèses, il y a à boire et à manger. Alors, cette infographie, elle s'organise autour de 3 grandes catégories d'informations. En bas, il y a les informations nominatives. Donc, c'est toutes les informations que vous allez pouvoir collecter globalement le long d'un parcours client et qui sont rattachées à un individu. Alors, vous allez voir, il y a plein d'informations différentes. Et ça, c'est des informations dont certainement vous en servez déjà un petit peu et qui sont des informations qui sont assez faciles à exploiter. Et on va voir comment. Ensuite, il y a toutes les informations anonymes liées à ce qui se passe généralement en ligne, un peu plus compliqué à exploiter, mais vous allez voir avec des opportunités formidables. Et puis après, il y a tout le reste. Je vais vous donner des exemples de tout ce qu'on peut faire avec le reste, mais c'est généralement beaucoup plus compliqué à utiliser. Alors, ces 3 types d'informations, en fait, vont générer 3 grands bénéfices. C'est ça que je vais vous montrer. Du bénéfice en termes de marketing relationnel, comment vous allez pouvoir rentrer en relation avec vos clients et vos prospects, tout ce qui va être web intelligence, et puis après le marketing prédictif et comment j'arrive à prédire l'avenir avec des big data. Alors on va commencer par les données nominatives et le marketing relationnel. Je vais enlever ma montre pour être sûr de suivre le... Je ne vais pas déraper. Les données nominatives, c'est toutes les données aujourd'hui qui sont dans des sources qui décrivent vos clients et vos prospects. Il y en a, vous en avez forcément plusieurs. Je n'ai pas encore rencontré des clients, sauf si vous êtes boulanger, mais sinon, boulanger, les gens qui font le pain, vous avez plein d'informations, parce que boulanger, ceux qui font qui vendent, ils en ont plein, et bon, ils ne savent pas s'en servir, mais ils en ont plein. Donc vous avez plein d'informations qui sont aujourd'hui systématiquement en silo. Donc vous avez des informations, alors selon votre activité, dans votre CRM, dans votre ERP, dans votre call center, dans votre système de carte de fidélité, dans vos tickets de caisse, vous en avez sur Internet, des formulaires, des jeux concours, dans les réseaux sociaux. Puis vous avez quand vous envoyez des emails, il y a des gens qui ouvrent les emails, qui cliquent dessus. Quand vous faites des coupons de réduction, il y a des gens qui s'en servent, et ainsi de suite. Globalement, chaque fois que je rentre chez un client, ils me disent « Oui, mais nous, nos bases sont en silo. » Ben, vous inquiétez pas, elles sont toutes en silo. Aujourd'hui, toutes les entreprises, même les grosses, aujourd'hui ont des systèmes comme ça qui ne se parlent pas. Donc, classiquement, le e-commerce envoie des emails, les systèmes de points de vente gèrent des cartes de fidélité. Maintenant, comment savoir qui achète à la fois sur le e-commerce et sur le magasin? Personne ne sait. Mais il y a même des grandes entreprises, c'est assez drôle. Nous, on est arrivé dans nos clients qui est dans la presse. Le patron, le PDG, ne savait pas combien il avait d'abonnés. Il avait des abonnés dans un titre, d'autres abonnés dans un deuxième titre, des abonnés digital et ainsi de suite. Tous ces systèmes étant complètement étanches, il savait à peu près combien il en avait. Et on a été les premiers à lui dire combien, une fois qu'on a eu dédupliqué toutes ces bases. Toutes ces bases de données, à un moment, il faut les mettre dans une grosse base de données qui va permettre d'avoir une vue unique. Alors on va faire un peu de sémantique, comme ça on va s'épargner ça pour la suite. Cette base de données, on peut l'appeler RCU, référentiel client unique, Datamart, base de données, CRM 360, vue unique, DMP, Data Management Platform. De toute façon, tous les jours, il y a un acronyme qui se crée, donc c'est super. Mais en tout cas, à la fin, c'est une base de données dans laquelle il y a des gens dedans. Et ces gens, ces clients et ces prospects, ils peuvent être décrits avec plein d'informations selon votre business. Donc voilà, des informations liées à leur activité, leur comportement, des points de contact, leur téléphone, leur email, leurs adresses, leurs achats. Et puis c'est là où on va pouvoir commencer à rajouter plein de choses sur du marketing prédictif. Je sais dire qu'ils vont faire ci, ils vont me quitter, ils vont acheter. Et ça, vous allez voir, ça marche assez bien. Tout ça, tous ces dessins-là, il y a des infographies qui sont sur notre site internet que vous pouvez télécharger si vous le voulez. Alors, quand j'ai ramené toutes ces informations dans une base unique, en gros, j'ai 5 usages. Le premier, c'est que je peux, et je vais vous donner des exemples,
faire un plan marketing relationnel et gérer des campagnes. Je sais envoyer des emails, des courriers, répondre aux personnes au téléphone de façon cohérente sur l'ensemble des canaux et donc envoyer à mes meilleurs clients une offre qui sera différente de mes moins bons. Pour vous donner un exemple, toujours dans le domaine de la presse, aujourd'hui on arrive sur des situations où on a nos clients qui envoient le même email à leurs abonnés qui ont 80 ans et à des gens de 18 ans pour leur proposer un abonnement papier par exemple. Alors qu'on sait que ceux de 18 ans, ils vont peut-être être appétents à un abonnement pour une version digitale du journal, mais s'abonner au papier, c'est fini. Mais pourtant, ils envoient la même chose parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. À partir du moment où on commence à dire à ces personnes-là, je vais leur envoyer une offre qui les concerne, on a montré qu'on multiplie par 30 les taux d'efficacité. Forcément, hein, c'est ce que fait le commerçant depuis toujours. Hein, quand il vous voit arriver, il vous connaît, il vous dit pour vous, je sais que vous préférez un costume plutôt qu'un t-shirt avec une tête de mort dessus. Enfin, en tout cas, moi, il sait. Voilà. Donc ça, c'est la partie gestion de campagne. On va voir à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez réuni toutes ces données dans une base de données, le deuxième grand bénéfice, c'est tout ce qui est le data mining et la connaissance client. C'est savoir à quoi ressemblent mes clients. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises dans lesquelles j'arrive et qui me disent « je ne connais pas mes clients ». Hier, j'étais dans une société qui vend du gaz. Je ne peux pas vous donner son nom, mais ils ne connaissent pas leurs clients. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ils distribuent des bouteilles à des Auchan et des Leclerc, qui eux-mêmes les revendent. Qui c'est derrière? Ils ne savent pas. Combien ils utilisent de bouteilles dans l'année? Ils ne savent pas. C'est des hommes, des femmes, ils ont 80 ans, 20 ans, ils ne savent pas. Est-ce que c'est pour faire des parasols solaires ou pour faire de la cuisine? Ils ne savent pas. Alors forcément, après, c'est quand même compliqué de faire des offres adaptées à ces gens-là. Ils ne les connaissent pas. Donc, faire ces bases-là va permettre de commencer à mieux les connaître. Forcément, quand vous connaissez mieux, vous pouvez mieux parler aux gens. Alors juste, on va faire aussi un peu de sémantique. Le data mining, c'est l'étude statistique. Donc je fais un modèle prédictif, je vous donnerai des exemples. Je fais une segmentation. Le data mining, c'est fait par des gens qui sont experts, c'est des data miners, ils ont été formés pour ça, ce n'est pas des marketeurs. Et puis le reporting, c'est faire des reporting, et le dashboarding, c'est faire des dashboards. Mais en tout cas, le data mining, il ne faut pas se leurrer, c'est une vraie science. Et on parle beaucoup de data scientists aujourd'hui. En tout cas, c'est des gens qui sont formés pour faire des choses assez compliquées et qui nécessitent une formation pour ça. Le troisième grand bénéfice, c'est de personnaliser le parcours en ligne. L'exemple type qu'on connaît tous, c'est Amazon. Quand j'arrive sur Amazon, les produits qui sont présentés sur Amazon, ce n'est pas les mêmes. J'ai une amie qui vend sur Internet qui s'appelle Secret de Polichinelle, son site, et ça vend ça permet de concevoir des cartes postales pour annoncer la naissance d'enfants. Comment on appelle ça? Des faire-part, voilà. Là, si elle me regarde sur Internet, j'ai un week-end un peu pourri. Des faire-part. Quand vous arrivez sur son site, les faire-part qui sont présentés sont adaptés à chacune des navigations, même si vous n'êtes pas identifié. Parce que, vous allez voir, je vais vous expliquer comment, mais il y a des techniques pour faire ça. Mais tout est personnalisé. Plus vous connaissez vos clients, plus la personnalisation va pouvoir être efficace, encore une fois, et vous allez pouvoir le faire en ligne, voire même avec des moteurs de recommandation qui vont dire dans mes 10 000 produits, voilà ceux qui vous intéressent. Ensuite, on peut faire du reporting, et puis on peut aller alimenter des bases de cookies, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, premier usage concret de votre base de données, faire la segmentation. Ça paraît bête, mais déjà, commencez à parler différemment à vos clients, à vos prospects, à vos clients qui ont 10 ans, à vos clients qui ont 5 ans, à vos gens qui sont plus clients, mais qui pourraient le devenir. Encore une fois, ça paraît basique, c'est dans toutes les écoles de commerce. Aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui envoient le même mail à tout le monde. Bon, après, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas fort. Forcément, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un scooter à 3 roues. Formidable engin, d'une marque italienne. Donc voilà, je l'achète chez un vendeur Piaggio. Je remplis des dizaines de papiers. 2 semaines après, je reçois un courrier qui me dit « Venez essayer un nouveau modèle de chez Piaggio, un scooter à 3 roues ». Je me dis « Ils se foutent de moi ou quoi? Enfin, je viens de leur laisser 6 000 €. Ça, c'est le quotidien. Aujourd'hui, il y a encore ça. Il faut pas, ça a un énorme impact sur l'image de la marque quand elle fait ça, parce que voilà, je vois qu'ils se foutent de moi. En tout cas, cette segmentation, ça peut être fait simplement, mais c'est un des grands bénéfices de ces données personnelles. Ça peut faire des trucs assez rigolos. Alors voilà un exemple d'un email personnalisé en fonction de vos données. Alors, c'est un email pour vendre des points des voyages.
on commence à personnaliser le nom. Vous savez que rien que par exemple mettre dans un objet d'email ouverture d'un magasin à Rouen, ben, rien qu'il ait fait écrit de à Rouen, c'est plus 5% d'ouverture. Donc la personnalisation, ça se quantifie. Donc je peux personnaliser le nom. Comme j'ai le nom, en l'occurrence Monsieur Ruff, je sais qu'il habite en l'occurrence à Poitiers, parce que j'ai son adresse postale. Du coup, à Poitiers, je sais quelle est, soit la gare, en l'occurrence l'avion, donc je sais quel est son aéroport de rattachement, automatiquement. À Poitiers, il y a un aéroport, à Paris, selon où je suis, c'est plutôt Roissy, plutôt Orly. Comme je connais son aéroport de rattachement, je sais quels sont les vols qui partent de Poitiers. Donc là, j'avais plusieurs vols. Et en fonction des destinations, je regarde quelle est la météo qui est dans ces destinations. En l'occurrence, je sais que le week-end prochain, il fait beau, tout ça se fait automatiquement bien sûr, il fait beau à Bayonne et à Barcelone. Et donc, automatiquement, je vais personnaliser cet email en fonction de le départ plutôt de Poitiers, parce que si c'est pour lui dire il y a un départ à Lille, ça va moyennement l'intéresser, et plutôt pour lui dire aller à Bayonne et à Barcelone qu'à Reykjavik et en Suède, où il fera un bon moins 5 degrés qui ne sera pas forcément très vendeur. Ça se fait automatiquement, c'est pas très compliqué, un petit peu, mais c'est pas très compliqué. Et tout d'un coup, ça fait un email extrêmement personnalisé, avec finalement assez peu de données. Là, j'ai juste besoin d'avoir l'adresse de la personne. Et tout d'un coup, quelque chose qui est énormément plus efficace que partez en voyage avec nous et tout ira bien. Dans la même série, alors Booking.com, c'est un site beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, mais quand Booking, vous arrivez sur un site et il vous dit où est-ce que vous allez voyager avec nous, les 3 offres qui sont là sont issues d'un modèle prédictif. De toute façon, tout ce qui se passe sur Internet, sur les gros sites, est maintenant issu de modèles prédictifs, et ça a été calculé, et on a dit, en fonction de ce qu'on sait sur vous, ben on va vous proposer plutôt ces destinations-là, et on va mesurer si ça marche ou pas, de telle manière à ce que plus ça va aller, plus la personnalisation va être efficace. Mais je voudrais vous montrer des exemples beaucoup plus simples, celui-là étant un de mes favoris. C'est qu'il y a des cas où on se dit, Booking.com, ils ont investi 20 millions sur la plateforme, oui, ils peuvent faire des emails personnalisés, et ainsi de suite. Puis il y a des cas où ça peut être super basique et en même temps super efficace. J'ai acheté un formidable trampoline chez France Trampoline, petit fabricant français, parce que les trampolines, il ne faut pas les acheter en Chine, il faut les acheter en France. C'est une boîte, ils ont, je ne sais pas, ils doivent avoir un chargé de communication. J'imagine pas qu'ils ont 20 personnes à leur service marketing chez France Trampoline. Par ailleurs, des formidables trampolines. Ils m'ont envoyé un email ce printemps et qui me disait qu'il y avait du vent dans la région où j'avais acheté mon trampoline. Alors, en l'occurrence, là, bon, il se trouve qu'ils ont une adresse ici, mais peu importe. C'est tout bête. Enfin, voilà, ils ont segmenté les gens, ils ont regardé dans leur base de clients quels sont les gens qui étaient dans les départements qui étaient concernés, ils ont fait une copie d'écran, pof, ils ont envoyé ça. Tout d'un coup, ça fait un email que j'ai lu, qui est hyper efficace, parce que je me dis quand même, oui, il s'occupe de moi, quoi, même pour mon trampoline, enfin, voilà, ça répond à mon attente. Donc je me dis, France Trampoline, c'est super. Après, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais enfin, c'est pas très malin, parce que les trampolines, une fois qu'on en a acheté un, on ne va pas en acheter un deuxième. Et c'est vrai que, même si mes enfants me le demandent, je ne veux pas acheter un deuxième trampoline. Néanmoins, en bas du mail, là, il y avait un système pour vendre des accroches pour les trampolines. Et j'ai acheté mon accroche à trampoline à 30 €. Donc, en plus de ça, c'était un email rentable pour eux. Mais c'est pour montrer que des fois, c'est pas forcément la peine de faire des emails très compliqués ou des messages très compliqués. Il faut juste penser au client et se dire quelle est l'information qui va pouvoir l'intéresser. Alors, ça c'est super. Maintenant, comment on fait pour faire ça? Là, il faut que je boive un petit peu. Pardon. Alors, si on, d'un point de vue très opérationnel, une fois que vous êtes convaincu que vous devez faire une base de données avec tous vos clients et vos prospects dedans, le point c'est, alors on pourrait parler des heures et des heures sur comment faire, mais il y a quelques points que je voudrais partager avec vous. Le premier point, c'est que faire une base de données, c'est un point stratégique, c'est un actif pour les prochaines années. Vraiment, je pense que c'est un actif au même titre qu'une usine, au même titre que votre base, vos commerciaux, et ainsi de suite. Donc le premier point, c'est soit vous le traitez, et vous allez voir, un de mes chevals de bataille, à l'informatique. Et vous allez voir votre directeur informatique et il dit, faites-moi une base de données. Et là, c'est le bon moyen de planter votre projet méthodiquement. Parce que l'informatique, c'est pas fait pour faire des projets stratégiques, marketing, client. C'est fait pour faire plein d'autres choses.
Donc, premier point, c'est que ça doit s'adresser au niveau d'une direction générale. Vous créez un actif, c'est pour les 10 prochaines années. C'est ça qui va créer votre business dans les 10 prochaines années. Si vous donnez ça à quelqu'un qui est en première année de commerce, c'est formidable pour lui, mais c'est pas comme ça qu'on traite un axe stratégique pour les 10 prochaines années. Le deuxième problème, c'est qu'une base de données, c'est un problème d'organisation et de technique. C'est un peu de la technique, mais c'est de l'organisation. Je vais vous raconter une histoire véridique qui date de hier. J'ai une autre boîte que mes gens, le vendeur de gaz, parce que j'avais 2 rendez-vous hier. Il y a une dame, elle travaille dans du retail, enfin peu importe, mais elle a une base de données existante, qui a été faite par l'informatique justement, et elle doit importer sa newsletter. Donc il y a des gens qui s'inscrivent sur la newsletter, ça crée un fichier Excel. Pourquoi c'est pas automatisé, je ne sais pas, mais elle prend son fichier Excel, elle le mouline, et ensuite elle l'envoie à un gars de l'informatique pour qu'il l'intègre dans la base de données. Dans le formulaire, ils n'ont pas mis de date de naissance. L'informatique a dit, ça ne m'intéresse pas, nom, prénom, machin. Mais dans la base de données, d'autres informaticiens ont déclaré que la date de naissance était obligatoire. Donc quand elle a son fichier Excel, qu'elle veut l'intégrer dans la base de données, bah, c'est rejeté parce qu'on lui dit, tu n'as pas de date de naissance de tes clients et tes prospects, donc on les rejette. Cette dame, motivée, a une bonne idée, elle met sa date de naissance. Donc tous les clients qui s'inscrivent à la newsletter ont la date de naissance de cette dame. Donc c'est pratique, quand on souhaite leur anniversaire, on est sûr de tomber faux. C'est un problème de process, d'organisation. Une fois qu'on l'a détaillé, on se dit, ben oui, c'est ballot, quoi. Enfin, il fallait y penser. Et juste, il suffit de mettre le champ dans le formulaire et on aura des bonnes dates de naissance. Parce que maintenant, toutes les études sont fausses. Hein. Tous leurs clients ont 25 ans. C'est quand même bizarre, quoi. Alors, quand même, pour la petite histoire, on se dit, il y a quelqu'un dans la salle qui dit, bon, c'est pas grave, on va prendre tous les gens qui ont sa date de naissance précisément, on va les enlever, et comme ça, on n'aura pas des bad data, on n'aura pas de données fausses, puisqu'on va supprimer ces champs qui ont été intégrés avec cette date de naissance. Et là, elle a dit, ouais, mais non, parce que comme je voulais quand même pas que ça se voit trop, j'ai régulièrement changé ma date de naissance à moi, mais j'ai gardé la même année. Ok, d'accord, donc ça c'est mort. Donc voilà, ça c'est un problème d'organisation. Si, comme ça a été traité que d'un point de vue technique, alors, ça n'a pas été mis on n'a pas fait le process, et donc on a créé ce qu'on appelle la bad data, et honnêtement, tous nos clients sont extrêmement créatifs pour créer de la donnée de mauvaise qualité, sauf qu'après tout est faux. Tout est faux, les études, les personnalisations, et ainsi de suite. Le deuxième sujet, mais ça vous l'avez compris, c'est que les big data, c'est super. Le point, c'est vraiment comment on crée des smart data. Et pour moi, la smart data, c'est des données intelligentes. Comment vous allez créer et impacter votre business avec ces données et faire en sorte que ces données elles soient intelligentes. Et intelligentes, ça veut dire qu'elles soient faciles à exploiter. Ça veut dire que c'est faire des systèmes simples. S'il n'y a personne qui les comprend, ça n'a aucun intérêt. Si votre votre spec de base de données, elle fait 800 pages, je vous le promets, j'en ai vu, personne ne va les lire, hein, ça c'est sûr, personne ne va rien comprendre. Donc à un moment, c'est comment vous en faites quelque chose qui soit intelligent. Voilà. Et tout ça, ça se fait progressivement. Pareil, c'est pas faire un jour, les bases de données non plus, c'est un sujet compliqué. Donc voilà, en 5 étapes, pour résumer, vous devez avoir une vision cible, c'est où est-ce que vous allez aller, vous devez créer une base de données unique pour gérer ces données nominatives, vous devez former des équipes, c'est un énorme point, c'est compliqué, déployer une étude, et une stratégie et mesurer. Les 5 mots-clés que je vous propose de résumer pour résumer cette partie dominative, c'est 1. La data quality. Si vos données elles sont pas de qualité, c'est pas la peine, autant que vous fassiez autre chose. On a eu un cas où c'était dans l'abonnement, donc c'était une boîte où les abonnements c'était entre 5 et 10 euros. Et tout d'un coup, ils font leur segmentation client, et le gars il dit voilà, nos clients se répartissent entre des gens qui ont un abonnement entre 5 et 1 million d'euros. Mais vraiment, hein, en réunion, le gars il dit ça. Alors il y a le DG qui dit on a quand même un gars qui s'est abonné pour 1 million d'euros. Enfin, c'était genre l'équipe Le Parisien. Hein. Donc il dit quand même celui-là, il lit beaucoup l'équipe, quoi, parce qu'il en a pris des abonnements, quoi. Alors le gars il dit ouais, c'est vrai, ça paraît bizarre. Il vérifie, je vous promets, c'est vrai, en temps réel, il regarde sur son truc et il s'aperçoit que l'abonné qui avait 1 million d'euros, il s'appelait Monsieur Test. Donc toute son étude était fausse, il a été ridicule devant son patron par ailleurs, mais la data quality, c'est le nerf de la guerre. Si vos données sont de mauvaise qualité, c'est comme vos produits, hein, s'ils sont pourris, personne ne les voudra, si vos données elles sont pourries, ça ne marche pas. Le deuxième point, c'est faire preuve de pédagogie. Les données, c'est un sujet compliqué, personne n'y comprend rien, c'est plein d'acronymes, tout le monde y voit midi à sa porte, donc voilà, il faut en permanence expliquer, montrer. La dame qui a intégré ses fichiers Excel pourris avec sa date de naissance, une fois qu'on lui a expliqué
Ben, elle dit non, je ne le ferai plus, forcément. Mais personne n'a pris le temps de lui expliquer. Je vous donne un autre exemple. On était sur un call center où les dames, c'était que des dames, elles prenaient au téléphone des gens pour saisir des adresses, pour des livraisons. Et il y avait un gars de l'informatique, mes favoris, qui avait décidé de mettre en place un système de correction automatique des adresses. Donc la dame, elle saisissait une adresse, et l'adresse, elle était validée, super, ou pas. Et donc là, elle ne pouvait pas créer sa fiche. Mais bon, il fallait qu'elle crée sa fiche. Elle avait la personne au téléphone au bout, il fallait le truc. Donc qu'est-ce qu'elles avaient fait, ces dames? C'est qu'elles laissaient l'adresse corrigée par le système, qui était fausse. Elles le savaient, parce que la personne, elle lui disait, moi j'habite 4 boulevard Voltaire. Et le système, il dit, non, ça n'existe pas, le 4 boulevard. Le gars, il dit, attendez, j'y suis, vous allez arrêter de m'en... Donc elle laissait l'adresse pourrie, et la vraie adresse, elle la mettait dans le champ, le premier champ qui était disponible, c'était le champ prénom. Bon, ok. Mais le champ prénom, ben, il était utilisé. Donc le champ, pour avoir le prénom, elle le mettait dans le nom. Donc le nom, c'était Monsieur Cousin Christophe. Prénom, 4 rue Voltaire. Donc après, quand on faisait la personnalisation, on disait « Cher Monsieur 4 rue Voltaire », c'était moche. Bon, forcément. Cette dame, elle faisait ça enfin, gentiment, elle voulait faire bien son boulot. Une fois qu'on lui a expliqué qu'il ne fallait pas le faire comme ça, elle s'est dit, ben oui, elle avait pourri une base de données, enfin des plusieurs, elle avait pourri une base de données méthodiquement. Bien sûr, le process, il avait été mal foutu, mais la dame, une fois qu'on lui a expliqué, elle a dit, ben non, je ne le ferai plus comme ça. Donc, il faut faire preuve de pédagogie en permanence. Voilà. Déclinez vos règles de métier, des usages business, ça j'imagine que je n'ai pas besoin de vous convaincre, et puis dernier point, voilà, faire preuve de voir comment ça impacte l'organisation. Le dernier point, sur lequel je me permets d'insister, c'est que quand on est dans des bases de données, surtout quand on a des clients, voilà, ils ont 10 millions de personnes dedans, des centaines de champs et tout d'un coup ça devient virtuel. Sauf qu'à la fin, c'est des gens. Il ne faut pas oublier ça. Et il n'y a pas 30 ans, j'étais aux États-Unis et c'était rigolo parce que les États-Unis sont quand même pas réputés pour la partie légale de ce problème. Tout le monde disait, voilà, c'est des vrais gens. Il ne faut pas oublier que c'est des vrais gens. Et des vrais gens dans la vraie vie. Et la question c'est, est-ce que vous voudriez que vous traitez vos clients comme vous le traitez? Je vous donne un autre exemple concret. L'autre jour, on était sur il y a des systèmes qui permettent d'envoyer des emails, même si vous n'avez pas, ou de personnaliser vos bannières, typiquement comme Criteo, quoi. Vous avez acheté, moi j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un costume Scooby-Doo pour ma fille. Donc voilà, elle était contente, elle se basait en costume Scooby-Doo, et pendant 2 semaines, j'ai eu des bannières qui me proposaient d'acheter encore ce truc Scooby-Doo. Bon, c'était un peu, voilà, ça m'a... Et j'en parlais avec la personne, et elle me dit « Ah non, mais ça, je voudrais vraiment pas que ça m'arrive, quoi. » J'ai dit « Mais pourquoi tu le fais avec tes clients ?»« Ah ben oui, mais parce que... » Bah oui, mais si tu veux pas, quoi, ça te plaît pas. Les données, à la fin, c'est quand même des gens, et n'oubliez pas que, voilà, ça impacte votre image, ça impacte votre business. La question, c'est est-ce que vous voudriez que vos clients soient traités comme vous voulez enfin, vous traitez comme votre clients sont traités. Donc voilà. Juste un petit point là-dessus. Une grande tendance là du moment, c'est de dire, les data scientists, donc les gens qui font des super calculs, des algorithmes et tout ça, c'est leur dire, allez voir des vrais clients, mais des vrais clients dans la vie. Leur serrer la main. Les patrons de Alaska Airlines, qui est une grosse compagnie aux États-Unis, les VP, ils doivent appeler 2 vrais clients par mois. Donc ils ont une liste, on leur donne 2 vrais clients, et ils appellent les clients, ils leur disent, ça s'est passé comment votre dernier vol? Le gars il dit, oui, le café était dégueulasse. Ça, vous pouvez le remonter par des reportings, ça fera rien. Quand le VP marketing d'Alaska Airlines, il y a un client qui dit votre café est dégueulasse, je ne monterai plus jamais dans votre compagnie, je vous assure que le problème du café il est résolu dans les 2 jours. À un moment, il faut parler aux vrais gens. Et tout ne passe pas par des chiffres, et c'était ça le message de ce slide. Voilà. Ça, c'était les données anonymes. Vous en avez plein, il faut commencer à les exploiter. Il y a des grands bénéfices à ça, c'est pas forcément très compliqué, ça prend un peu de temps, mais voilà. De toute façon, vous serez obligé de le faire. Ensuite, il y a les données anonymes. Les données anonymes, dans ce grand sphère des big data, c'est la deuxième partie, c'est la partie centrale de l'infographie. C'est tout ce qui est lié à ce que vous faites quand vous allez sur Internet, quand vous allez sur des réseaux sociaux, quand vous allez sur une page Internet d'un média, il y a 100 autres sites qui sont au courant de votre visite. Alors on ne sait pas que c'est vous, c'est votre PC, c'est votre cookie, c'est votre quelque chose. 100, en moyenne, hein. Des fois c'est plus. Il y a des systèmes pour traquer ça. Donc tout d'un coup, il y a énormément d'informations qui se passent sur Internet globalement, sur vos applications mobiles et qui sont remontées dans des systèmes. Ça permet de commencer à savoir par où passent les gens, par exemple.
ça commence à savoir comment ils utilisent. Je vais vous donner un autre exemple. On a travaillé indirectement pour des gens qui vendaient de la laine de verre. Formidable business. Et la laine de verre, c'est essentiellement des gens, enfin pour les particuliers en tout cas, qui vont refaire leur maison. Et donc ils se demandent est-ce qu'ils vont mettre de la laine de verre. Et en fait, en analysant, et donc ils ne comprenaient pas parce que les chutes, les gens qui venaient par Internet, il y avait une grande perte de chiffre d'affaires, il y avait de moins en moins de gens qui achetaient de la laine de verre, et bizarrement, ils achetaient du chanvre. Et en fait, en analysant le parcours client, ils se sont aperçus qu'il y avait 3 ou 4 forums en France qui étaient dédiés au bricolage, à la rénovation, et quand les gens ils arrivaient en disant « est-ce que c'est bien la laine de verre ?», il y avait des activistes du chanvre qui disaient « ah non, la laine de verre, c'est pas bien, prenez du chanvre ». Et donc, ils allaient acheter du chanvre. Une fois qu'ils ont identifié ça, ils ont mis des contre-activistes qui ont dit « le chanvre, c'est bien, mais si votre maison brûle, vous allez brûler avec, la laine de verre, vous n'aurez pas ce problème-là ». Et ils ont fait, ça a réimpacté leur vente. Donc voilà, analyser le parcours client, c'est en ligne, ça peut être fait par ça. Et objectivement, c'est sur des données anonymes. Ils ne savent pas que c'est Christophe Cousin. Ils savent que globalement, 20% des gens sont passés par là. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir les réorienter. Ça fait des trucs assez rigolos. C'est qu'en analysant toutes les données de navigation, on en tire un certain nombre d'enseignements. Encore une fois, on ne sait pas normalement que c'est vous, on sait que c'est votre cookie ou votre PC. Et donc, on va en tirer des moments de vie, par exemple. Alors, globalement, on considère que ça va sortir des centaines d'indicateurs. L'analyse de votre navigation, on sait que vous êtes des hommes, enfin un homme, une femme, que vous aimez les voitures, que vous allez, vous avez des enfants, pas d'enfants, et ainsi de suite. Et on en tire des moments de vie, par exemple, on sait dire si vous allez déménager. C'est-à-dire que quand, encore une fois, on regarde au niveau du cookie d'un PC, mais quand votre PC commence à aller sur seloger.com, sur des simulations de crédit bancaire pour acheter une maison, quand des sites de déménagement, ok, vous allez déménager. Et déménager, c'est une information extrêmement intéressante, parce que cibler les gens qui vont déménager, c'est leur vendre des nouvelles habitudes de consommation chez des distributeurs, c'est leur vendre des services, des nouvelles chaudières, ainsi de suite. Tout ça, ça se fait grâce à l'analyse. Donc il y a des sociétés qui font ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Mais en tout cas, cette navigation, ça va permettre d'enrichir des profils, de faire des études de comportement, donc voilà, plein de graphiques, de bien comprendre quels sont les leviers qui marchent et qui ne marchent pas. Est-ce que les bannières, elles marchent? Est-ce que les gens qui sont venus sur votre site, ça vaut le coup de leur envoyer un email ou pas? Est-ce que ça va être efficace? Et globalement, ça va permettre donc d'améliorer cette expérience et l'efficacité. Et puis il y a un truc qu'il faut que vous ayez en tête, parce que c'est en train de révolutionner l'ensemble de la communication, même globalement, et du marketing, c'est la programmatique. Je vais juste vous détailler en 2 minutes ce que c'est, parce que c'est un vrai sujet complexe, mais qui est basé là-dessus. Jusqu'à présent, et ça va impacter tout, alors vous allez voir, pas que Internet, donc ça va être assez rigolo. Jusqu'à présent, quand vous vouliez acheter de l'espace sur Internet, vous étiez une marque de voiture, vous y alliez sur, je vous le fais simple parce que c'est un sujet compliqué, mais vous y alliez sur l'équipe, rubrique automobile, et vous achetiez de la bannière sur la rubrique automobile, et vous disiez c'est que des gens qui sont intéressés par la voiture. Puis là-dedans, il y avait des gens qui n'étaient pas intéressés par la voiture, mais c'était pas très grave. Quand vous vouliez vendre des actions, vous alliez sur les sites de bourse, et vous alliez en disant les gens qui vont sur les sites de bourse, ils achètent des actions, tac, ça va être formidable. Donc, parce que maintenant on sait qu'un cookie, c'est un homme qui achète des voitures, qui va déménager, qui a 40 ans, qui achète du Scooby-Doo, je sais l'identifier précisément. Et donc il y a une autre façon d'acheter, qui est la programmatique, et c'est de dire, je cherche des cookies de gens qui vont acheter une voiture. Il y a des algorithmes fumeux qui ont déterminé ça, et donc quel que soit le site sur lequel vous allez aller, que ce soit l'équipe, le Parisien, trampoline.com si vous est rentré dans cette mécanique, la bannière qui va vous être poussée va être poussée en temps réel sur votre cookie à vous, parce qu'on sait que vous êtes un homme qui achète des voitures. Ça change vraiment la façon d'envisager la communication publicitaire. Et ce qui est assez rigolo, c'est que aujourd'hui, plus de 50% des achats se passent par ces techniques-là, mais les spots publicitaires à la télé vont bientôt rentrer dans cette mécanique-là. C'est qu'à partir du moment où on saura, et ça va arriver assez vite, pousser des spots télévision par télévision, parce qu'elles sont connectées, on le fait déjà sur votre mobile, on le fait sur votre PC,
ben, les spots de pub que vous allez voir seront différents pour vous que pour votre voisin. Donc tout d'un coup, on est dans quelque chose qui est très personnalisé. Et comme tout l'enjeu de ce matin pour moi, c'est Big Data, c'est vous montrer qu'on va vers de la personnalisation, c'est intéressant de commencer à imaginer que progressivement, tous les messages qu'on va pousser, que ça soit, mais même sur du display, aujourd'hui il y a des expérimentations, vous êtes dans un centre commercial, ça marche, hein, c'est pas la science-fiction, hein, vous êtes dans un centre commercial, il y a des panneaux, des grands écrans géants avec de la publicité, quand vous passez devant l'écran, le message qui est poussé sur cet écran-là, il est différent de celui qui sera poussé 5 minutes après quand quelqu'un d'autre passera. Donc on est vraiment dans cette hyper personnalisation. Pour la petite histoire, Mini, quand ils ont lancé la Mini à New York, ils avaient fait un truc comme ça qui était très rigolo, mais c'était il y a longtemps, c'était les premières Mini. Ils avaient distribué des porte-clés avec des puces aux gens qui achetaient la Mini. Et sur la 5e avenue, ils avaient mis un énorme panneau publicitaire. Et quand le gars il passait pas loin du panneau, enfin il était obligé de passer dessous en fait, sa puce, son porte-clés était détecté et on lui poussait un message personnalisé. Genre bravo Christophe, on est content que tu roules avec cette Mini. Donc ça avait fait un buzz incroyable. Ben maintenant, ça c'était un truc exceptionnel à l'époque. Maintenant, voilà, tout va passer sur ces mécaniques. Je voudrais vous continuer un peu, c'est un peu dans la complexité de ce truc-là, mais pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Aujourd'hui, mais ça sera le truc le plus compliqué qu'on va faire ce matin, parce qu'après, vous allez voir, ça commence à imaginer plein de choses. Mais aujourd'hui, votre base CRM, votre base nominative, dans laquelle il y a des gens dedans, Christophe Cousin, elle est indépendante des bases de cookies. Normalement, je ne sais pas dire que le cookie, que voilà, je suis arrivé ce matin sur ce PC, je suis allé sur l'équipe.fr, je n'ai pas donné mon nom, je suis anonyme. L'équipe.fr ne sait pas que c'est moi, Christophe Cousin, qui suis derrière cet écran. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Voilà, il y a un monsieur qui commence à dire, effectivement, c'est en train de changer. Et aujourd'hui, il y a des bases qu'on appelle du onboarding data qui font le lien et qui disent, ce cookie, c'est Christophe Cousin. Alors ça permet d'envisager des trucs assez étonnants, qui sont déjà en production, hein, ça marche, c'est un gros business aux États-Unis même. C'est que j'arrive ce matin sur l'équipe.fr, je ne me suis pas identifié, je n'ai pas dit qui j'étais, mais la bannière qui va m'être poussée, c'est une bannière pour moi. Que pour moi, Christophe Cousin. Donc ça fait des trucs assez rigolos. Alors je vous donne un exemple tout à fait concret. J'ai pas mal travaillé pour Transilien. Transilien, c'est le RER et les trains à Paris. Comme vous savez, ils ont une qualité de service qui peut être améliorée. Alors pour la petite histoire, Transilien, leur question qu'ils m'avaient posée, c'est ils sont obligés de faire un programme CRM, puisque la SNCF leur a dit programme CRM. Et donc la question qui m'a été posée, c'est la première fois qu'on me faisait ça dans la vie, c'est à quoi sert un programme CRM pour une entreprise qui ne veut pas de nouveaux clients? Généralement, on fait des programmes CRM pour avoir des business, quoi. Eux, ils en ont trop déjà. Ils disent non, on n'en veut plus. Mais on est obligé de faire un programme CRM. Alors, moi, je leur ai dit, faites un programme CRM en disant aux gens, ne prenez plus le train. Je sais pas, ça leur a pas, ils n'ont pas aimé. Mais donc, on a travaillé sur d'autres pistes. N'empêche qu'ils ont une problématique qui est assez rigolote. Imaginons que votre gare à vous, elle soit fermée demain matin. Parce que incident, parce que je sais pas. À un moment, leur objectif, c'est de pousser à un maximum de gens l'information de votre gare est fermée, prenez-en une autre. Donc ils peuvent envoyer un email. En même temps, tout le monde ne lit pas ces emails à 7h du matin. Ils peuvent envoyer des SMS, mais ils n'ont pas un numéro de SMS de tous leurs clients. Ils peuvent faire ça. Ils vont regarder dans leurs clients, tous les gens qui ne connaissent pas Navigo et ainsi de suite, ils vont identifier les gens qui sont autour de la gare de Versailles-Chantier, et ils vont pousser en temps réel des bannières sur les sites des gens qui sont dans cette base-là et qui regardent l'équipe, Madame Figaro, ce qu'ils veulent, enfin elle.fr, et ainsi de suite, le matin. Donc le matin, vous arrivez sur l'équipe, et là, la bannière qui va vous apparaître va être de dire Versailles-Chantier est fermé ce matin, allez dans une autre gare. Et que les gens qui sont clients franciliens et qui sont dans cette zone-là. Donc tout d'un coup, ça permet d'imaginer plein de mécaniques qui peuvent être très puissantes et qui vont être très personnalisées. Pareil, comment on fait quand on est dans ces mécaniques-là? Là, on est quand même sur des gros traitements, des données compliquées. Voilà, il faut hiérarchiser quels sont vos scénarios d'usage, mais surtout, il faut y avoir des spécialistes. Autant l'autre système, vous pouvez le faire vous-même. J'ai votre base de données client, forcément, vous le faites déjà en partie. Vous pouvez peut-être l'améliorer, mais c'est facile à faire. Commencez à gérer vos cookies en temps réel et retargeter.
c'est déjà un peu plus compliqué. Donc ça, c'est pour des spécialistes et des prestataires spécialisés qui pourront vous aider à faire ça. Pour finir, la partie haute de l'infographie, c'est les autres données. Dans l'Internet, il y a plein de données, plein de bruit, des avis, des photos, des gens qui font des choses, qui donnent, qui communiquent, tous les objets connectés. Donc voilà, tout ce truc est en train d'exploser. Aujourd'hui, on considère que 15% de l'électricité mondiale, c'est pour faire tourner des data centers, hein, quand même, hein, pour stocker des données. 15% de l'électricité mondiale. C'est quand même pas... Le problème de Google, c'est de refroidir les serveurs. Et vous savez qu'ils ont acheté des scieries en Suède. Et c'est pas pour scier du bois, c'est pour mettre pour enlever les scieries et pour mettre des data centers, parce qu'il fait froid en Suède et que ça refroidit plus vite. Ils ont quand même des programmes pour mettre des barges, avec des data centers sur des barges, pour aller pomper de l'eau froide en profondeur, pour aller refroidir les serveurs. Parce que l'électricité, elle sert essentiellement à refroidir les serveurs. Donc voilà, c'est un truc, la donnée, c'est pareil. Alors, il y a des trucs assez rigolos. Tout ce bruit, tous ces avis, toutes ces photos, ces navigations peuvent faire des choses prédictives. En 2012, IBM a fait une étude et a prédit le style vestimentaire qu'on aurait eu normalement en 2014. Et ils avaient analysé, en regardant les photos, les avis des blogueurs, ainsi de suite, qu'en 2014, on aurait un style qui ressemble à cette dame, streamy punk. Bon, de fait, ça n'a pas eu lieu. Néanmoins, donc voilà, ça n'a pas marché ce jour-là quand ils ont fait ça. Néanmoins, le fait de faire du marketing prédictif, ça c'est un truc qui est extrêmement puissant. Alors ça peut être puissant pour vous à votre échelle, je vais vous donner un exemple. On a fait une étude pour un client qui est dans le domaine de l'hôtellerie, pour regarder où leurs clients vont revenir s'ils reviennent et où est-ce qu'ils vont revenir. Parce que jusqu'à présent, ils envoyaient le même mail à tout le monde en disant on vous propose de venir en Normandie, à Calais, à Nice et ainsi de suite. Et ils envoyaient le même mail à tout le monde. Et nous, on a regardé par rapport à l'historique, par rapport à plein d'éléments, pour regarder personne par personne où est-ce qu'ils allaient pouvoir revenir. Et on a un modèle qui marche dans 85% des cas et qui a segmenté les gens en différentes populations. Alors la première population, de manière prédictive, on sait dire que cette personne, on les a appelés les Jackie Pic. Alors les Jackie Pic, c'est parce qu'il y a un grand film de français qui fait la réputation du cinéma français, qui s'appelle Camping, et il y a un gars là-dedans qui vient tous les ans au même endroit réserver sa caravane, je sais pas quoi. Et il y a des gens, on s'est aperçu qu'il y a des gens, ils vont tous les ans au même endroit. Ces gens-là, c'est pas la peine de leur proposer une promo, ils vont venir. Donc c'est pas la peine de leur proposer d'aller ailleurs, ils n'iront pas. Donc ceux-là, on les a isolés. Puis on a identifié des gens, par exemple, qui viennent que en Rhône-Alpes. Donc ces gens-là, on leur dit, bah, venez l'année prochaine, on propose Lyon, Valence, ainsi de suite. Et après, quand on commence à rentrer dans ces mécaniques-là, ben forcément, on pousse un email en disant l'été prochain, tchac, la personne appelle le call center, on lui dit l'été prochain au call center, on vous propose ça. Quand on lui envoie un email, un courrier, on lui dit bah, regardez les 3 offres qu'on vous met en avant. Et ça marche extrêmement bien. Et c'est des modèles prédictifs qui sont assez faciles à déployer. Quand on est sur des modèles comme ça, tendance vestimentaire, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Mais néanmoins, c'est une grande tendance de fond que de faire ce marketing prédictif. Par ailleurs, que les opérateurs téléphoniques font depuis longtemps. Un opérateur téléphonique, il sait prédire que vous allez le quitter et que c'est le moment de vous proposer une offre différente. Après, il y a des trucs qui sont assez rigolos. Encore une fois, là, on n'est plus dans la prospective, mais qui sont des anticipations de déplacement de population. Donc là, c'est typiquement la Corne de l'Afrique. Et il y a des études qui montrent comment les gens vont se déplacer dans les prochaines années. Ça commence à devenir rigolo parce que du coup, ça impacte les infrastructures, l'accueil. Nous, là, on est en train de travailler sur des conseils généraux pour anticiper les besoins de financement des déplacements des personnes âgées. C'est-à-dire, quand il y a des gens, s'il y a 10 000 seniors qui arrivent dans une région, qu'est-ce que ça impacte en termes de coûts pour des assistantes, des infirmières, ainsi de suite. Ça permet d'anticiper grandement des choses. Il y a un truc qui est très rigolo aussi, c'est les smart cities. C'est que toutes ces données permettent de savoir où est-ce qu'il y a besoin de places de parking, où est-ce qu'il va avoir besoin d'énergie. Alors vous savez qu'il y a un truc qui est très rigolo, c'est que quand j'étais petit, il n'y avait qu'une seule chaîne à la télé qui s'appelait TF1, et il y avait un modèle prédictif qui était assez facile, c'était de prévoir quand est-ce que les gens auraient besoin d'eau le soir. Alors, le modèle prédictif, c'était simple, ça s'appelait Télé 7 jours.
ils regardaient quelle était l'heure de fin du film, donc voilà, genre 21, 22h15, et à 22h15, ils savaient qu'il y avait un énorme besoin d'eau. Parce que les gens, ils allaient aux toilettes après le film, et ils allaient tirer la chasse. Donc c'était un modèle prédictif, basique, mais extrêmement efficace. Maintenant, forcément, c'est un peu plus compliqué, et donc les Smart Cities, ça va être un truc assez rigolo, qui va permettre de fluidifier notamment beaucoup les transports, en fonction d'estimation de comment les gens vont se déplacer, et comment on peut fluidifier ça. Sur ce point-là, il y a des expériences assez rigolotes. Vous savez, il y a un film qui s'appelle Minority Report, qui permet de prédire que les gens vont faire des actions criminelles. Et ben dans la vraie vie, il y a ça. À Chicago, ils ont mis un modèle prédictif qui permet d'affecter les policiers dans des quartiers selon des heures précises, en fonction de là où ils pensent qu'il va y avoir des incidents. Et donc c'est vraiment des modèles qui commencent à fonctionner dans la vraie vie, et voilà, qui vont forcément impacter. Mais là encore, on est sur des énormes volumes d'informations, avec des dizaines de gars qui travaillent pour des choses qui peuvent marcher ou pas, mais qui vont arriver dans nos business dans les prochaines années, mais on n'y est pas encore. Alors, pour finir, j'avais dit que je finissais pour écart, donc je suis dans les temps. Je voudrais partager avec vous cette formidable photo des chutes du Niagara. C'est les chutes du Niagara avant la chute. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans cette situation, c'est-à-dire que quand vous êtes en bateau sur les chutes du Niagara, à cet endroit-là, ce que vous voyez, c'est un petit peu de brouillard. Et vous pouvez vous dire, jusque-là, tout va bien. Je vais passer ce petit truc de brouillard, d'eau, je serai un peu humide, mais je vais arriver du côté américain ou canadien, je ne sais jamais dans quel sens c'est, avec facilité. Et en fait, pas du tout. Ce petit nuage cache une grosse révolution. Et je pense vraiment que les big data, mais encore une fois, qu'elles soient faciles à exploiter comme les données nominatives, un peu plus compliquées comme les anonymes, ou voire de manière prédictive et dans les prochaines années pour tout ce bruit de l'Internet, ça va radicalement changer la façon dont les entreprises vont fonctionner, mais toutes. Enfin, et en plus, il n'y a pas moi qui le dis. Et il y a deux cas de figure. Soit vous prenez en main ça maintenant, mais c'est maintenant, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 2 mois. Soit vous l'intégrez dans les actifs de votre société. Et toutes les sociétés sont concernées, encore une fois, sauf si vous êtes boulanger, charcutier et encore. Aujourd'hui, toutes les business, les B2B, on travaille BASF Agro, ils vendent du phytosanitaire à des agriculteurs. Leur business est en train de radicalement changer. Ils se mettent à devoir comprendre comment achètent leurs agriculteurs. C'est juste, ils ne vont plus fonctionner de la même façon. Donc tous les business vont changer, que ce soit B2C ou B2B. Et vraiment, moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est un actif à construire, ça va prendre du temps. Vous devez modifier vos process, vos expertises. Sony Music, ils considèrent qu'ils embauchent des gens aujourd'hui, mais que dans 5 ans, 50% des gens auront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ils embauchent des gens dont ils savent que dans 5 ans, et donc le DRH avec qui je discutais, il disait, nous on s'en fout maintenant, hein, est-ce que le mec il a fait HEC et tout ça, on veut juste des gens qui ont la tête bien faite, qui soient agiles et qui vont pouvoir faire autre chose, mais de toute façon on sait qu'ils ne feront pas la même chose qu'ils font aujourd'hui. Dans la même série, il y a des universités américaines qui ont commencé à scorer le taux de remplacement des humains par des robots. Ça paraît quand même bizarre, hein, mais ça va être ça. Et il y a des métiers qui vont disparaître complètement. Call center, par exemple. Call center, aujourd'hui, il y a déjà des cas où les gens, ce qui vous répond au call center, c'est un robot. Et il y a eu des cas très rigolos parce qu'il y a des gens qui essaient de piéger ces robots. Et donc il y a des conversations qui sont enregistrées. Enfin, encore une fois, c'est pas la science-fiction. Hein, je dis pas que c'est beaucoup de gens aujourd'hui. C'est peut-être que des... Il y a 20 sociétés qui font ça dans le monde. Mais dans 10 ans, tout le monde le fera. Et donc, en tout cas, c'est comme dans les films, quoi. La personne est au téléphone. Je vous assure que on peut pas, au début, on ne peut pas imaginer que c'est un robot. C'est la super bonne intonation de voix. C'est pas une voix électrique nasillarde et tout ça. C'est très bien répondu. Vous dites, voilà, quelles sont mes dernières commandes? La personne, le robot, il vous répond. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, les gens, ils mettent du temps à les piéger. Parce qu'en fait, c'est des syndicalistes qui essaient de les piéger pour leur enlever. Et donc, ils essaient de poser des questions du genre, mais est-ce que vous êtes un robot ou pas? Alors le robot, il dit, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais, on se doute que si tu ne peux pas répondre, c'est que... Voilà. Mais
En tout cas, c'est vraiment très très bluffant. Donc ok, cela 100%, il n'y aura plus de call center. Les comptables, c'est pas une voie, bah, ouais, ça va être remplacé par des systèmes automatiques, hein, on ne va pas se leurrer. Voilà. Donc tout ça, ça va impacter énormément notre activité. Et je pense que pour beaucoup de gens, voilà, ils sont comme sur ces chutes du Niagara, ils ne pressentent pas la révolution que ça va être. Et je ne voudrais vraiment pas que vous voyez ça comme un discours défaitiste ou négatif. Au contraire, je pense que ça va être l'occasion de plein d'opportunités, de plein d'enjeux sociétaux, éthiques, tout à fait communs. Mais néanmoins, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Donc il faut se bouger là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut considérer maintenant. Et chacun doit le faire pour son business parce que personne ne serait pas né. Je vous donne un dernier exemple. J'étais avec un DG d'une boîte là, c'est eux qui gèrent les boutiques dans les aéroports. Donc les boutiques dans les aéroports, leur business c'est simple, hein. On leur donne des milliers de mètres carrés, ils mettent des boutiques avec du Chanel et du Christian Dior et des bonnes bouteilles. Et le but c'est que les gens qui passent prendre leur avion, ils s'arrêtent dans la boutique et qu'ils aient le temps d'acheter quelque chose. Et donc le gars il disait, mais de toute façon moi mes clients, la majorité c'est des gens qui prennent l'avion une fois tous les 6 mois, je ne peux pas mettre en place une carte de feed, je ne les connais pas, et donc ben voilà, Internet ça ne m'intéresse pas, les datas ça ne m'intéresse pas, moi c'est un problème de flux, et il faut que je mette des trucs qui clignotent pour que les gens rentrent dans les machins. Et le gars je vous assure, il me dit, moi je suis un des business sur lesquels Internet n'aura pas d'impact et les datas n'auront pas d'impact. Je lui dis, écoutez, je suis ravi de vous voir parce que ben, vous êtes le premier qui me dit ça dans la vie, que Internet ne va pas. C'était le village gaulois, quoi. Le gars il dit, voilà, tous, mais moi, Internet ne m'impactera pas. Bon. Alors, je partage avec lui 2 points, c'est que, les vendeurs de chaudières, et on peut considérer qu'on n'achète pas des chaudières régulièrement, hein, on a rarement une carte de feed pour acheter des chaudières, c'est des gens qui investissent massivement dans le marketing direct depuis toujours. Parce qu'à un moment, quand vous devez acheter votre chaudière, il faut qu'on vous propose la chaudière. 2 mois après, ça sera trop tard. Ben, la même chose dans les aéroports. Quand vous passez, il faut qu'on vous propose une promo. 2 heures après, vous serez dans l'avion, c'est trop tard. Et surtout, on lui a montré ce que faisaient les concurrents. Aujourd'hui, il y a des gens, des aéroports, hein. Emirates, ils font ça avec Dubaï. Vous pouvez commander sur Internet avant de prendre l'avion. Les produits que vous achetez seront livrés sur votre siège, le siège de votre avion. Vous n'allez pas vous balader dans le duty free avec votre truc et tout ça. Ou bien, ça sera livré au bagage quand vous sortez de l'avion. Donc tout d'un coup, le business de ces boutiques, c'est plus du tout la même chose. C'est radicalement différent. Et en plus, c'est comme Uber. Hein. Quand vous avez pris un Uber, vous ne voulez plus prendre un taxi. Quand vous a livré vos bouteilles à la sortie des bagages, bien ensachés et tout ça, et que vous n'avez pas embêté avec tout le truc, tout d'un coup, l'expérience client, elle est radicalement différente. Donc, lui qui pensait qu'Internet ne le toucherait pas, juste, il y a un TGV qui est en train de passer à côté de lui et qui va remplacer son business. Donc voilà, tout le monde est impacté. Pour finir, vous pourrez retrouver d'autres infographies que celle-là, on en a plein sur notre site internet si vous le voulez. On a un compte Twitter bien entendu, on a une chaîne YouTube avec plein de vidéos formidables. Et voilà, et vous pouvez me suivre ou contacter si vous voulez avec les points de contact qui sont là. J'en ai terminé. Merci. Vous m'entendez? Oui, super. Merci Christophe. On peut... Même si... Oui, la parole. Encore? Non. C'est bien, 2h l'après-midi, je suis encore là. Mais peut-être vous avez des questions. Et bien voilà. Merci pour l'intro. Effectivement, c'était très clair. Enfin, moi, j'ai trouvé ça clair, assez simple. C'est votre avis, non? Je pense que c'était clair, mais il y a peut-être des choses quand même à éclaircir, néanmoins. Hein. Alors, je vous propose une petite série de questions, si vous le souhaitez. Bien quelques questions. Ah, la première, c'est toujours compliqué. Ça va arriver. Chacun son tour. Oui, bonjour, moi j'ai une question sur le partage d'informations d'entreprise à entreprise. Je suis fabricant, je ne distribue pas mon produit. Quels sont mes clients finaux? J'ai une idée évidemment, mais si je veux aller dans ce travail-là pour affiner en effet, pour que mon produit corresponde bien à mon besoin, comment je le fais avec une autre société? Merci. Dans le domaine du retail et de la distribution, c'est la question. C'est en gros, vous avez, si on fait simple, 2 grandes options.
soit vous vous mettez à parler à vos clients finaux. C'est pas facile, il faut voir la légitimité, les mécaniques, et surtout, le risque, c'est que vos distributeurs vous disent non, non, mais attendez, c'est mes clients, si tu fais ça, je te des références, et ainsi de suite. Bon. Donc ça, c'est un grand cas maintenant d'école. À la fin, vous êtes obligé d'aller parler à vos clients finaux. Donc voilà. Donc, je vous donne l'exemple tout à fait concret. On travaille avec les Champagne Henriot. Champagne Henriot, c'est une maison de champagne de Reims. Alors, pour la petite histoire quand même, hein, ça aussi, je vois la directrice marketing et je lui dis alors, vous êtes sur votre plan digital, CRM. Je lui dis non, non, moi mon plan marketing il est sur les 10 prochaines années. Alors, forcément, Henriot, ça fait 300 ans qu'ils font du champagne. Ils vendent du champagne qui a été commencé à produire en 50, 1900. Sauf que dans 10 ans, est-ce que Internet existera comme on le connaît? Vraisemblablement pas. Donc, n'empêche qu'eux, ils sont distribués par Nicolas. Donc, s'ils veulent connaître leurs clients finaux, ils sont obligés de mettre en place des mécaniques. Et Nicolas dit, si tu fais ça, je te des références. Donc ça, c'est un vrai gros enjeu. Néanmoins, le problème, c'est que, si on reprend cet exemple de Nicolas, les informations que cherche à collecter Nicolas, c'est pas celle du tout qu'attend Henriot, ou des gens qui font du vin. Eux, il y en a qui disent combien tu achètes de bouteilles de rhum, et de champagne, et de whisky, et Henriot, le rhum, ils s'en foutent. Donc souvent, il n'y a pas des enjeux convergents quand on collecte les données, et puis en plus, après, c'est le partage de la valeur, et ainsi de suite. Donc, je pense que le sens de l'histoire, c'est que les marques qui veulent exister vont devoir collecter et avoir une relation directe avec leurs clients. C'est compliqué à gérer, il y a des périodes transitoires, notamment des prises de risques qui ne sont pas faciles à gérer, mais c'est le sens de l'histoire, parce que si vous n'avez pas le lien direct avec les clients, vous allez être un fournisseur d'autres marques, mais ça va être de plus en plus compliqué, parce qu'il y a une bataille énorme aujourd'hui, on voit bien, tout le monde veut être en relation avec le client. Donc il y a ceux qui vont y arriver, et ceux qui ne vont pas y arriver, ils n'y arriveront plus après, quoi. Enfin, ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est des sujets très compliqués, il n'y a pas une méthode comme ça, c'est vraiment, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de comment se répartissent vos distributeurs, ça dépend de votre position sur le marché. Quand vous appelez Nutella, c'est plus facile, et Perrier, parce que vous imposez vos conditions aux distributeurs, voilà, Danone aussi. Donc c'est pas un sujet facile. Mais je pense qu'à la fin, vous devez parler à vos clients. Alors après, il y a deux sujets. C'est est-ce que vous devez collecter une base de tous vos clients finaux, ou est-ce que déjà vous devez vous mettre à parler avec eux pour déjà les comprendre sans forcément ce qu'on appelle les embaser. Et déjà, il faut commencer par ça. Je vous donne un exemple rigolo. Il y a 2 ans, j'ai vu une conférence de Magic Johnson. C'est un basketteur. Voilà. Il est millionnaire en ayant joué au basket, mais il est millionnaire parce qu'il gère plein de business. Et notamment, il a une franchise, c'est le seul dans le monde à avoir une franchise Starbucks. Et il déploie des Starbucks dans des quartiers, comme nous on appellerait la zone, quoi, parce qu'il vient de là, il n'a pas peur, et il dit c'est là où il y a du business à faire. Et donc il met des cinémas, des cafés, et ainsi de suite. Et donc il faisait une conférence face à un aéropage, c'était que des MBA, marketing, machin, et tout ça, les gens, enfin, je crache pas dans la soupe, hein, mais... Et il disait, vous savez, moi, je lis pas les études. Mais le gars, il a été formé à la rue à jouer au basket, hein, et il est millionnaire, hein, il est mieux réussi que nous tous, hein, réunis. À moins que... Et donc, le gars, il dit, ouais, je lis pas les études. Par contre, qu'est-ce que je fais? Tous les matins, je vais faire la file d'attente dans les Starbucks. Et je demande aux gens comment ça se passe. Et il dit ça... voilà. Et pour moi, c'est un bon exemple, c'est que souvent, je dis au directeur marketing avec qui je parle, depuis quand vous n'avez pas parlé à un de vos clients finaux? Mais vraiment parler, pas un de vos copains qui a acheté votre produit et qui va vous dire que votre barbecue il est super, oui, ben forcément. Mais un de vos clients finaux, depuis quand? Et ça, vous n'avez pas besoin de faire des grands programmes, des embasements, de l'informatique et tout ça. Vous en chopez 10, vous les appelez. Voilà, je suis France Trampoline, vous avez acheté mon trampoline, ça s'est bien passé? Voilà, vous êtes arrivé à le monter, mais mon service client il me dit que le montage c'est facile, mais vous, ça s'est bien passé? Ah, il manquait 12 pièces, ça personne ne va vous le dire en tant que chef, hein. Ah oui, ok. Ah, votre copain aussi il a eu ce problème, ok, je commence à douter de quelque chose. Et donc, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des programmes comme ça assez industriels, mais ça peut déjà aussi commencer, surtout quand on est en B2B2B ou B2B2C, par déjà commencer à collecter cette connaissance client. Et des fois, ce n'est pas forcément des trucs très compliqués. Déjà, c'est leur parler. Et nous, on est vraiment dans cette logique de, quand on dit le data-driven marketing, c'est mettre le client au centre. Enfin, toutes les entreprises avec qui je travaille, ils font juste l'inverse. On n'a jamais autant parlé de connaissance client, et le service client, il a disparu. Hier, je suis rentré dans un hôtel hier soir, là, pour dormir ici, pour être à l'heure ce matin.
Je suis arrivé tard hier soir. J'ai voulu les appeler pour leur dire que j'arrivais tard et que je voulais qu'ils me gardent un lit au chaud. Je suis arrivé sur une plateforme téléphonique. Voilà. Et après avoir cliqué 12 fois sur mon téléphone, il y avait encore quelqu'un, une voix qui me disait « Et est-ce que vous êtes sûr que… » Je veux juste avoir quelqu'un pour vous dire « Je vais arriver ». Ils ont oublié ça. Donc, tout ça pour dire que mettez le client final au centre, ça peut déjà impacter énormément votre business. Et après, viendra le temps de la collecte de données de manière industrielle. Mais déjà, ce mouvement-là, il est déjà stratosphérique pour nous. Merci, Christophe. Peut-être juste une dernière question, mais je réponds très plus rapidement, promis. On prend encore une question. Oui, il y a un monsieur qui est là. Monsieur. Est-ce qu'il va y avoir encore de la place pour les petites entreprises? Parce que tout ça, ça représente des investissements. Après, oui, pour faire du porte-à-porte. Mais Ça va revenir à la mode. Mais non. Alors, bon, France Trampoline, c'est une petite boîte. Mais non, mais au contraire, moi je crois. Bon, après, à titre personnel, de toute façon, je pense que. Je sais pas comment vous dire ça, mais moi je suis anti-Google, je suis anti-Amazon. Enfin, ces gens-là, c'est des destructeurs d'économie. Enfin, voilà, il ne faut pas se mentir, quoi. Enfin bon, maintenant qu'on est filmé, voilà, je vais être suivi, mais trop tard. Voilà. Non, mais ces gens-là, ils ont une vocation hégémonique. Bon, ok. Mais à côté de ça, on peut faire des trucs malins. Mais encore une fois, France Trampoline, pour moi, c'est un bon exemple. Les gars, ils ont quand même poussé, ils ont réfléchi sur leurs clients, de quoi ils ont besoin. Et ça, sur tous les business, toutes ces approches-là, elles vont être, pour les petites boîtes, ça va être beaucoup plus agile, beaucoup plus facile à mettre en place que des gros mastodontes. Alors bien sûr, Amazon va faire des milliards de chiffres d'affaires, ça va durer, et ainsi de suite. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a plein de secteurs d'activité sur lesquels la relation client, parce qu'elle va être justement de petites boîtes, parce qu'elle va être plus personnelle, moins, parce qu'à la fin, on va pas se leurrer, c'est quand même extrêmement normatif ces communications des GAFA et compagnie. Je suis persuadé qu'il y a un truc à jouer, et spécialement en France. Moi je suis très confiant. En France, on a quand même un écosystème vraiment incroyable. Enfin, on parlait de la French Tech en l'entrée de réunion. Enfin, je veux dire, vous savez, moi je vous le dis tout à fait humblement, il y a un mois, j'étais à Boston. À Boston, il y avait une conférence de 5 jours sur le data-driven marketing. Tous les experts mondiaux. Honnêtement, enfin, moi je le dis avec humilité, en France, on n'a rien à apprendre de ces gens-là. On est au taquet, enfin, Criteo, c'est une boîte française, enfin, on est vraiment, et je le dis, enfin, c'est pas Cocorico et avec mon petit drapeau, on n'a rien à apprendre des ricains là-dessus, et pas plus des Japonais, des Coréens. Donc, on a dans les solutions d'email, la plus belle solution d'email du marché, elle s'appelle Neolen. Elle a été rachetée par Adobe, un groupe anglais, c'est des Français. Donc on est vraiment super fort. En France, on a une grande tradition du marketing direct, de la VPC. La Redoute et 3 Suisses, c'est nous quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on va pas. Donc, je veux pas faire un discours BA, mais on a tout pour développer des trucs très très forts. Donc moi, je crois beaucoup dans les petites boîtes et des trucs agiles, malins. Il n'y a pas forcément besoin de faire des millions d'investissements. Il y a plein de solutions aujourd'hui en SaaS qui se déploient facilement et ainsi de suite. Mais voilà, il faut juste prendre le sujet. Et après, moi je suis vraiment persuadé que, surtout en France, on n'a pas ni à rougir, ni à se laisser faire par les grands GAFA, quoi. Enfin, mais vraiment, je pense qu'on a tous les experts en France. Et sûrement en Normandie aussi. Merci pour cette réponse très claire. Une autre question ? Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une salle comme ça, c'est pas moi qui parlais, mais il y avait un gars, il avait des tickets de 10 € de réduction à la FNAC, véridique, hein, et il donnait un ticket de 10 € de réduction à la FNAC aux gens qui posaient des questions, tellement il était tatanisé à l'idée de ne pas avoir de questions. Et donc il disait, si vous posez une question, je vous donne 10 €. Alors moi je suis venu avec mon petit billet au cas où, mais... Bah écoutez, je crois qu'on peut applaudir de nouveau Christophe Cousin. Merci encore.